Alors enfin bonsoir plutôt les premiers STAV. Bonsoir parce que je vais vous rassurer, je vais m'engager à faire court parce qu'il est presque minuit là et j'avoue j'en ai un petit peu marre de ma journée, j'aimerais bien aller me coucher. Donc je vais pas traîner. Alors on va faire la deuxième partie du chapitre. On a fait la première, hein, j'allais dire souvenez-vous, mais j'ai pu constater qu'il n'y avait pas grand monde qui avait vu la vidéo de la première partie, donc il va falloir se dépêcher un petit peu. Je remercie et je félicite celles et ceux qui l'ont déjà fait. Donc la première partie hein, qui parlait de la Seconde République, on avait vu qu'il y avait pas mal d'avancées sociales, hein, notamment l'abolition de l'esclavage, c'est pas anodin quand même, au niveau du chapitre qu'on est en train de faire sur la fraternité et l'égalité, ça en est un bel exemple. Le problème, c'est qu'on est dans la période du début de la révolution industrielle. Il y a pas mal de gens pauvres qui quittent les campagnes, qui arrivent dans les villes, qui ont des revendications sociales, qui vivent mal et qui voudraient vivre mieux et qui agitent un peu la ville. Et donc les gens qui ont un peu d'argent ou un peu de pouvoir, donc la noblesse et la bourgeoisie, s'inquiètent un peu hein, de ce peuple un peu turbulent et donc, ça arrange pour mettre au pouvoir quelqu'un qui est assez autoritaire, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, et dont ils estiment qu'il va remettre de l'ordre. Le problème, c'est que dans la Deuxième République, hein, les règles sont très claires, hein, le président, il fait un mandat de 4 ans et il s'en va. Or, le problème, c'est que Louis-Napoléon Bonaparte, il n'a pas spécialement envie de rester que 4 ans. Et donc, quand il arrive à la fin de son mandat, hein, après ses 3 premières années, bah, il met en place un coup d'État qui va lui permettre de garder le pouvoir, notamment à vie. Alors, au départ, ça pose pas trop de problèmes aux bourgeois et aux nobles, parce que ce qui les intéresse vraiment, c'est le retour à l'ordre et à l'autorité. Mais on va voir que dans la durée, ça va pas tenir. Alors, dans un premier temps, bah, il fait le boulot, hein, Louis-Napoléon Bonaparte, puisqu'il met en place un régime autoritaire et policier. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un régime sanglant, hein. On va voir qu'il gère ça avec assez de subtilité, hein. On va voir qu'il est quand même, il n'est pas idiot, ce Louis-Napoléon Bonaparte, mais le problème, c'est qu'il va faire quelques erreurs stratégiques qui vont lui coûter cher. Alors, un régime autoritaire et policier, quand je vous dis c'est pas forcément sanglant, voilà, je vous montre deux exemples qui vont vous montrer comment il arrive à contrôler un peu les gens en n'utilisant pas forcément la force. Hop, voilà, ici. Donc, vous avez ici une affiche électorale et puis ici un petit carnet sur lequel on va revenir après. Alors, si je vous la fais très très brève, vous avez ici le nom du bonhomme, Vernier. Vous avez ici son métier, avocat à la cour d'appel, ancien magistrat. Et donc on est dans une élection législative ici, à Dijon, manifestement. Et donc si je vous dis que ce Vernier, il est avocat à la cour, je vous demande donc de quelle catégorie sociale, dans quelle catégorie sociale il se trouve. Et là, comme on est en cours virtuel, laissez-moi imaginer, vous êtes tous devant moi, vous avez tous les bras levés, à vouloir me répondre tellement vous êtes motivés. Et vous me répondez bien sûr tous, parce que vous avez tous trouvé, hein, on est bien dans une catégorie sociale plutôt riche. Hein, donc c'est un bourgeois ce monsieur, hein, parce que ben, on peut imaginer qu'il avait déjà des parents riches qui lui ont payé de belles études d'avocat qui devaient coûter très cher à l'époque, et puis qu'il est devenu lui-même avocat et qui doit donc du coup plutôt bien gagner sa vie. Et ce candidat aux élections législatives, ben, vous voyez, il y a une petite précision hein, qui est lourde de conséquences. Candidat recommandé par le gouvernement aux électeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il est recommandé par Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, ça veut dire qu'il y en a qui ne le sont pas recommandés, hein. Donc, on peut imaginer alors il y a d'autres candidats, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dictature, hein, il y a des élections libres, les gens peuvent se présenter, et parmi les gens qui se présentent, il y en a toujours un qui est recommandé par le gouvernement. C'est-à-dire que probablement on lui paye sa campagne électorale, donc il a sûrement plus d'argent pour se faire connaître. Et puis, bah, après, on peut imaginer que la petite bourgeoisie de Dijon, si elle ne veut pas avoir trop de problèmes par la suite, elle a plutôt intérêt à voter Vernier. Donc voilà, il a un petit matelas de voix d'avance, il a un moyen de se faire connaître, et puis ben voilà, le message est clair, hein. Euh, si on aime, si on veut Louis-Napoléon Bonaparte, ben, on vote pour les candidats qu'il a placés. Et puis on peut même imaginer qu'une fois qu'il sera élu, le Vernier, là, eh ben, il ne va pas vouloir nuire à Napoléon Bonaparte, hein, donc il votera ce que Napoléon lui dit de voter. Donc voilà, les petits arrangements entre amis.
Ici, on est, alors vous, à Anchin, vous avez un carnet de liaison ou un carnet de bilan, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Et puis bon, vous mettez plus vos notes maintenant, je pense, mais en tout cas, on y met des observations si jamais. Donc là, dans ce carnet, vous voyez, vous avez les renseignements administratifs, hein, comme il y a sur le vôtre. Et puis, ben, on y met des petites remarques, hein, notamment quand voilà, vous êtes en retard à l'école, quand vous avez fait un petit peu le doigt avant cours et que le prof a pris votre carnet, ou que vous avez fait le doigt dans le couloir ou à l'internat, hop, on vous met une petite notification, puis au bout d'un certain nombre de notifications, vous êtes collé. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est un carnet, un livret ouvrier. C'est-à-dire que c'est annoté par le patron qui voilà, marque si vous êtes en retard, si vous êtes régulièrement en retard, si vous êtes régulièrement malade, si vous avez bon esprit ou mauvais esprit, si vous êtes syndiqué ou si vous vous lancez dans, vous appelez les gens, les autres ouvriers à faire la grève. Voilà, le patron il note tout ça et ce qui fait qu'à la fin, si jamais vous voulez changer de travail, ou pire encore si vous avez été viré, si vous voulez rechercher du travail dans une autre entreprise, vous allez devoir montrer votre carnet. Et si on peut dire si le patron il cherche quelqu'un à un poste et puis qu'il ouvre votre carnet et qu'il voit que ben voilà, vous êtes régulièrement en retard, vous n'êtes pas bon état d'esprit, vous avez déjà déclenché de grève dans la précédente usine, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas envie de vous embaucher. Donc vous voyez, c'est une façon là aussi. Autant le Vernier, là, bah, s'il est élu, il va être à la botte de Napoléon. On peut dire ici que si vous voulez avoir du travail, vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Parce que si vous commencez à avoir des annotations régulières sur votre carnet, bah, on peut imaginer que vous n'aurez plus de travail. Et ça sera de votre faute, pas de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc voilà, c'est une façon un peu subtile d'essayer d'obtenir de l'ordre dans, dans le pouvoir, enfin dans l'organisation du pays. Donc les ouvriers se tiennent plus ou moins à carreau, les gens élus voilà, aussi se tiennent plus ou moins à carreau parce qu'ils ont été élus grâce finalement à la publicité que Louis-Napoléon Bonaparte leur a fait. Donc voilà une manière d'exprimer, de mettre en place un régime autoritaire, un peu policier, hein, parce qu'on surveille, mais qui n'est pas forcément dans la violence. Donc si on résume, un an après son coup d'État, Louis-Napoléon se proclame empereur en 1852, il met en place un régime autoritaire, il détient la totalité du pouvoir exécutif. Donc je ne vous ai pas mis un schéma d'organisation des pouvoirs parce qu'il y a des flèches partout, c'est un peu compliqué. Retenez simplement que voilà, Napoléon, il a le pouvoir exécutif, donc il fait exécuter les lois, mais il a aussi le contrôle sur le pouvoir législatif. Imaginez, s'ils sont tous comme Vernier, ils sont tous dépendants. Et puis en plus, il n'y a que lui qui a l'initiative des lois, c'est-à-dire que le Vernier, il vote et puis c'est tout. Il ne propose pas de loi, lui, il vote les lois que Napoléon lui soumet. Donc il a en quelque sorte aussi, on peut dire, le pouvoir législatif. Les élections sont manipulées, donc elles existent quand même, hein, les gens peuvent se présenter, les gens peuvent voter, mais elles sont orientées, hein, on l'a vu, par le pouvoir qui appuie donc des candidats officiels. La liberté de la presse est suspendue, parce que dans un premier temps, il veut le retour au calme, mais on va voir qu'en contrepartie, il va accorder des choses qui vont calmer le jeu, parce qu'on a vu qu'il y avait déjà eu des révoltes pour moins que ça. Et les opposants, hein, ceux qui osent s'opposer à Napoléon, peuvent donc du coup être considérés comme des menaces, hein, pour Napoléon ou pour la sécurité du pays, sont réprimés. Et là encore une fois, on n'est pas dans la période de la terreur, hein, où on zigouille le premier bonhomme qui ose critiquer. Euh, on leur met des amendes. Les plus embêtants, on les emprisonne, mais généralement on les emprisonne assez loin de la France pour qu'on les oublie, donc dans des prisons qui se trouvent en Méditerranée, en Atlantique, voire même dans les colonies, c'est encore plus loin, donc quand les gens sont loin, on les oublie. Ou alors, pour les plus célèbres d'entre eux, je vous en montrerai un de célèbre juste après, ben, on leur dit qu'il faut qu'ils s'en aillent. Donc c'est ce qu'on appelle l'exil, hein. Ils doivent partir s'ils ne veulent pas être arrêtés. Donc on est aussi un peu là dans la méthode douce, hein. Il y a eu des morts, hein, souvent, mais quand il y a eu des bagarres de rue, etc., il y a rarement eu d'exécution ou d'emprisonnement et de torture, etc. Ça reste quand même dans le soft, hein.
Euh, Tout est fait un peu dans la subtilité. Et puis, comme on l'a vu avec le deuxième document, quand ouvriers et ouvrières sont perçus comme des éventuels révolutionnaires potentiels, hein, bah, ils sont surveillés, et notamment surveillés par ce livret ouvrier hein, qui est signé par le patron au moment où il les embauche, enfin signé, puis aussi regardé hein, aussi, comme, donc ils le lisent, hein, et qui mettent un avis quand l'ouvrier s'en va, il est viré, ou il s'en va, il change d'usine, et il faudra qu'il présente ce carnet à son nouveau patron. Alors, dans Les Exilés célèbres, bah, vous avez lui, hein, c'est à peine si j'ose dire son nom, hein, tellement je suis sûr que vous êtes fan, hein, que c'est votre idole, Victor Hugo, hein, que tous les Français connaissent. Alors, Victor Hugo, c'était un des plus grands opposants de Napoléon III, hein, tout au moins. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Napoléon le Petit, hein, en opposition à Napoléon le Grand, qui était son oncle. Donc, c'est vraiment un livre qui vraiment critique Napoléon et qui donc forcément il n'a pas aimé. Et donc il a dit à Victor Hugo qu'il avait été trop loin et que là, s'il n'était pas content d'être en France, il bah, fallait qu'il s'en aille. Et donc, sous peine donc, d'arrestation s'il ne partait pas. Donc là, vous avez Victor Hugo qui n'a pas l'air très très content. Il est exilé sur une île pas très très loin de la France en fait. Hein. Il est entre la Normandie et l'Angleterre, sur une petite île qui s'appelle Guernesey, pas très loin de Jersey. Peut-être Jersey c'est plus connu pour vous. Et puis il attend, hein, vous voyez, il attend, il s'impatiente manifestement que Napoléon disparaisse du pouvoir. Et il attendra quelques années, mais il pourra revenir après. Et puis, vous voyez, une autre forme quand je parlais tout à l'heure de la liberté de la presse qu'il avait supprimée et que ça aurait pu entraîner de forts mécontentements, il compense en disant, bah voilà, il n'y a pas besoin de journaux pour qu'on communique. Hein. Moi, pardon, je m'adresse à vous directement par notamment des plébiscites. Quand j'ai quelque chose à vous dire, je vous le demande directement, vous me répondez par oui ou par non, par oui on valide, par non bah j'abandonne, et puis c'est tout. Donc c'est vous qui avez le pouvoir en quelque sorte. Donc il fait croire au petit peuple que voilà, il les consulte et il fait attention à leur avis. Mais vous voyez la caricature ici met un peu un doute, hein, il met un peu un doute à ça parce que on voit ces gens qui ont l'air des pauvres, hein, et probablement qui ne savent pas forcément lire ou écrire, et qui demandent au maire, parce que c'est le maire ici, monsieur le maire, quoi donc que c'est un biblicite. Donc autrement dit, ils ne savent même pas le mot, hein, le plébiscite, ils ne le captent pas, donc ils le disent comme ils peuvent, et le maire qui doit sûrement être un vernier en puissance, hein, qui a été recommandé par le pouvoir, répond, c'est un mot latin qui veut dire oui. Autrement dit, voilà, quand on vous dit biblicite, vous venez à la mairie et vous votez oui. Voilà, ce qui fait que bah, les plébiscites, c'est pas étonnant qu'ils soient systématiquement remportés par Napoléon, avec des scores formidables, parce que bah, tous les gens, une grande partie des gens votent oui, parce qu'on leur dit de voter oui, ou alors parce que bah, ils n'osent pas s'opposer à Napoléon et qu'ils le votent aussi oui. Donc voilà, Napoléon a beau jeu de dire, bah, voilà, moi je m'adresse au peuple et je me range à son avis, hein, sachant qu'il sait d'avance que de toute façon son plébiscite va être gagné avec des oui qui vont systématiquement atteindre des scores de 70, 75, 80, 90%. Donc il ne prend pas beaucoup de risques. Mais en même temps, il dit voilà, moi je suis démocrate, je m'adresse au peuple. Donc c'est assez subtil. Et on voit d'ailleurs aussi qu'il joue un peu sur sa popularité. Hein. Vous voyez un portrait de Louis-Napoléon Bonaparte, hein, donc fière allure, hein, raide, hein, droit dans ses bottes, le regard perçant, sûr de lui, hein, la main posée sur la table avec assurance et l'autre main sur l'épée. On a l'impression qu'il est prêt à bondir. Là, hein. Donc c'est quelqu'un qui a quand même, on voit du charisme et qui impressionne. Hein. Donc c'est aussi quelqu'un qui inspire la crainte et le respect. D'un autre côté, quand vous regardez ici, on a aussi un homme, on représente ici un homme proche du peuple. Vous avez ici
une scène vraie, hein, alors c'est pas une photo de reportage, bien évidemment, c'est une peinture, mais qui relate un épisode vrai, hein, d'inondation qui a eu lieu dans le Val-de-Loire, hein, et là on est dans la ville d'Angers qui est sous les eaux. Et ben Napoléon, il y va, hein, il va sur les lieux de la catastrophe pour se rendre compte de la situation et puis pour discuter avec les Français. Donc vous voyez, c'est un peu une scène étonnante, hein, de voir l'empereur sur une petite barque là, en train de se balader dans les rues inondées d'Angers. Hein. On n'est pas, c'est pas Venise, hein, c'est pas la même ambiance. Où il vient réconforter donc, hein, des familles qui ont manifestement tout perdu. Vous voyez, il y a de l'eau jusqu'en haut du toit. Avec, on voit ici, hein, ces gens désespérés, et puis une femme qui a l'air de dire mais regardez, regardez, il y a l'empereur qui est là, et puis ces gens qui viennent tout de suite se prosterner, hein, disant voilà, mais on n'est rien, on est des petites gens, on a tout perdu, et l'empereur est là, et il vient nous parler. C'est vraiment un homme formidable, quoi. Et c'est comme ça, dans ces espèces de bains de foule, hein, qu'il s'accorde, qu'il voilà, entretient sa popularité auprès du petit peuple, hein. Ce qui fait que du coup, la bourgeoisie, la noblesse qui cherche à s'opposer à Napoléon, bah, n'ont pas beaucoup de poids, quoi, parce que lui, voilà, moi, le peuple même, le peuple me voit, je parle avec eux, je leur donne l'occasion de s'exprimer. Et vous allez voir qu'il y a une autre manière aussi où il va laisser les gens s'exprimer, c'est assez habile aussi, quoi. Donc, il est voilà, quand même assez populaire, même s'il il a mis en place un régime qui contrôle beaucoup de choses. Donc Napoléon III organise une propagande, hein, pour se présenter comme la voix des Français et des Françaises. Il légitime en effet son pouvoir autoritaire par des plébiscites. Il fait approuver au suffrage universel masculin, je vais vous expliquer dans quelques instants, ses orientations politiques en empêchant l'opposition véritablement de s'exprimer, ce que je viens de vous dire, et de s'organiser. De même, il multiplie les voyages et des bains de foule pour montrer qu'il est en contact direct avec les Français. Alors le suffrage universel, hein, je veux dire, c'est aussi quelque chose d'habile. Souvenez-vous, on a deux types de suffrage, hein, le suffrage universel et puis le suffrage, et là comme on est en cours virtuel, je suis en train d'imaginer que vous êtes tous presque debout sur la table, le bras levé pour vouloir me répondre. Oui, effectivement, c'est bien le suffrage censitaire. Et donc le suffrage censitaire, il faut payer un impôt pour voter, donc autrement dit, ce sont plutôt les gens riches qui votent. Et le suffrage universel, où là, bah, tous les gens majeurs, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, peuvent voter. Et là, il permet aux gens, à tout le monde, même les pauvres, de voter. Parce que s'il mettait le suffrage censitaire, il n'y aurait que les riches qui voteraient. Et les riches, ils sont plutôt, ils commencent à en avoir un peu marre du pouvoir très autoritaire de Napoléon III. Et donc, leur laisser uniquement à eux le pouvoir de s'exprimer, ça voudrait dire que ben, ceux qui s'exprimeraient, ça serait plutôt du mécontentement. Tandis que là, en l'ouvrant à tout le peuple, même les plus pauvres, ben, qui sont contents de pouvoir voter, ben, ils sont plutôt reconnaissants à Napoléon d'avoir mis en place d'avoir remis en place le vote au suffrage universel. Donc du coup, forcément, ils votent plutôt pour Napoléon ou pour les candidats de Napoléon. Donc c'est plutôt habile aussi. Et on voit, hein, d'ailleurs que ben, Napoléon, c'est un homme un peu qui s'appuie sur le passé, hein, mais en même temps pour essayer de, de- de- d'avoir, enfin, il a une vision quand même d'avenir, hein, il veut faire de la France un grand pays, et on va voir qu'il essaye de s'y employer. Donc vous avez une pièce de l'époque, hein, vous voyez 1864, sur une face on voit Napoléon III, un peu représenté en César, avec une couronne de laurier, hein, qui signifie victoire, hein, et puis ici, sur l'autre face, bah, la référence aussi au patrimoine familial en quelque sorte, hein. Il réutilise l'aigle impérial de son oncle, hein, puisque c'était Napoléon, son oncle. Et donc voilà, il se met une filiation, hein, entre les empereurs des empires romains et voilà le symbole qui a marqué les esprits quand son oncle était au pouvoir, qu'il se réapproprie là. Là, vous avez aussi une scène quasiment digne d'une monarchie absolue, hein. Donc là, il est dans son petit pavillon en banlieue
parisienne, c'est chez lui, ça. C'est sa petite maison privée, vous voyez un peu le faste, hein. Et il reçoit des ambassadeurs. Donc les ambassadeurs, c'est quand même des gens de très haut niveau, hein. C'est ceux qui représentent le chef d'État à l'étranger. Et ces gens-là, bah, ils sont, vous voyez, là, prosternés, hein, devant Napoléon III et sa femme. On voit une succession de gens là, qui avancent quasiment à quatre pattes pour arriver jusqu'aux genoux de Napoléon pour leur rendre, prêter hommage à l'empereur français. Alors ces gens-là, ils viennent du Siam, hein, en plus. Siam, c'est l'actuelle Thaïlande, hein, donc ils viennent de très loin, ils ont traversé l'Asie, l'Europe, pour venir se prosterner aux pieds de l'empereur. Donc voilà, on veut montrer que la France, voilà, c'est un pays respecté et redouté dans le monde entier. Autre façon, et là plus tournée vers l'avenir, c'est l'exposition universelle, la première d'une série que la France va organiser. Dans l'une d'entre elles, on construira la Tour Eiffel, pas celle-là, mais là c'est le Grand Palais, hein, donc un gigantesque hall d'exposition. Alors, de la même manière, par exemple, qu'en 2024, les Jeux Olympiques de Paris vont donner une visibilité mondiale à Paris et à la France, hein. Tous les gens vont filmer et diffuser dans les télévisions de leur pays les événements sportifs des Jeux Olympiques, en profiteront aussi probablement pour faire une, euh, des reportages sur la France, hein, donc sur la culture, etc., sur les villes. Donc les Jeux Olympiques, c'est une formidable vitrine pour un pays. Je vous dis, Paris va être le centre du monde pendant 3 semaines, hein. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas de Jeux Olympiques, il n'y avait pas de Coupe du Monde de foot, mais enfin, il y avait ce qu'on appelait les expositions universelles, c'est-à-dire, de la même manière que vous avez le salon d'agriculture, bah là, vous avez un grand hall d'exposition, mais il y a aussi des choses dehors, parce qu'il y en a qui mettent des pavillons tellement grands qu'il faut les mettre à l'extérieur, donc il y a des stands où chaque pays voilà, présente un petit peu les caractéristiques de son pays. Alors bien sûr, sous un aspect très positif, hein, l'objectif est de donner envie aux gens d'aller dans ces pays-là. Donc c'est un petit peu la vitrine, hein, de toutes les innovations que chaque pays peut proposer. Donc voilà, c'est un endroit très prestigieux, hein, et donc quand une ville l'organise, voilà, c'est l'assurance d'avoir des tas de gens qui viennent quasiment du monde entier pour visiter, voilà, ce qui fait en quelque sorte l'état des lieux de toutes les innovations, de toutes les techniques modernes qui apparaissent dans chaque pays qui expose. Donc c'est la France qui reçoit, et donc là encore une fois la gloire retombe sur son empereur. Pour autant, ben voilà, il va être de plus en plus contesté, il va prendre des mesures qu'il pense être habiles et qui vont lui permettre d'asseoir un peu plus son pouvoir, et puis finalement ça va un peu se retourner contre lui, ce qui va l'emmener à sa chute. Alors vous voyez, petit à petit, ben, comme il est le maître incontesté, hein, qu'en France ça se passe pas trop mal, on commence à lui dire que c'est peut-être plus nécessaire d'être aussi autoritaire et aussi policier, hein, et que voilà, il y a peut-être maintenant moyen de lâcher un petit peu, hein, de donner un peu plus de liberté. Donc tout au moins, c'est ceux qui s'opposent à lui, hein, même s'il y a des arrestations, même s'il y a des mises en exil, bah, il y a toujours des gens quand même qui s'opposent. Alors finalement, Napoléon cède un peu, hein, et il réaccorde le droit de grève, la liberté de la presse, et puis il permet aussi aux députés d'être à l'origine de lois, hein, alors que qu'il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Et donc il pensait qu'on allait le remercier pour ça, mais en fait tous ceux qui s'opposent à l'empereur bah, vont utiliser ces choses-là pour exprimer leur mécontentement ou leur opposition. Le droit de grève, hein, ceux qui ne sont pas contents, qui veulent de meilleures conditions, vont le faire savoir à Napoléon en faisant la grève ou en défilant. L'opposition politique va utiliser les journaux pour faire des articles qui critiquent Napoléon. Et puis, bah, il y a des députés qui vont petit à petit s'émanciper de l'empereur et proposer des lois que l'empereur n'aurait peut-être pas voulu proposer. Donc ça lui échappe un petit peu, mais en même temps, donc du coup ça a fait avancer des idées républicaines, hein, ceux qui veulent un retour à la République et qui veulent plus d'un empereur à vie. Et en même temps, l'empereur, il lutte pas trop pour ça parce qu'il a d'autres projets. Lui, il veut faire de la France une grande puissance et donc il est plutôt dans sa dernière partie de règne
plutôt branché sur les conquêtes militaires et essayer d'agrandir le territoire. Alors, il va essayer, hein, il y aura plusieurs campagnes, certaines exotiques. Figurez-vous qu'il va faire la guerre au Mexique. Alors pas lui, il n'ira pas, mais ses armées. Parce que le Mexique, à ce moment-là, est en guerre civile, et puis les États-Unis jettent un œil là-dessus, parce qu'ils aimeraient bien s'emparer du Mexique. La France qui a perdu toutes ses terres hein, en Amérique du Nord, le Québec, on l'a perdu, la Louisiane, on l'a perdu. Je dirais qu'il deviendrait définitivement un grand homme dans l'histoire s'il arrivait à récupérer des terres sur le continent américain. Donc il envoie des troupes au Mexique et puis ça échoue lamentablement, donc ça coûte énormément d'argent et finalement la France ne récupérera aucun territoire au Mexique. Du coup, il décide de se retourner vers l'Europe et à l'est de la France, il y a une multitude de petits États qui sont d'origine allemande, qui sont un peu morcelés, hein, et il se dit que c'est peut-être des proies faciles et qu'on peut peut-être réagrandir le territoire vers l'est. Donc il pensait se battre contre des territoires morcelés et il pensait agrandir le territoire français. C'est exactement l'inverse qui va se passer. En se battant contre ces États morcelés, bah, ils vont tous s'unifier pour se battre contre l'ennemi français. Et donc Napoléon va être à l'origine de la création d'un nouvel empire, l'empire allemand. Et puis gagner des territoires, bah, c'est la France qui va en perdre, puisqu'on va perdre l'Alsace et la Lorraine suite à une terrible bataille à Sedan, lamentablement perdue, et dans laquelle d'ailleurs même Napoléon va être fait prisonnier. Vous l'avez ici. Alors là, il est beaucoup moins fier, il fait beaucoup moins fier que tout à l'heure, hein. Il est là, les mains ouvertes, baissées, un peu écartées, à dire voilà, je me rends, prenez-moi, mais laissez mon armée repartir. Donc il essaye de négocier ce qu'il peut, mais on voit bien ici que ça rigole pas, hein. On a l'état-major prussien, donc allemand, hein. On reconnaît les casques à pointe hein, qui vont faire partie de notre vie pendant plusieurs décennies hein, à ce moment-là, puisque l'Allemagne doit devenir notre meilleur ennemi. Mais voilà, Napoléon est arrêté, il est fait prisonnier, et donc du coup à Paris, on va vite en profiter, notamment à ceux qui étaient adversaires de Napoléon, pour changer de régime et mettre une république. Alors, donc le 4 septembre, 2 jours après la défaite de Sedan et la capture de Napoléon III, la Troisième République est proclamée. Cette défaite ampute la France de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine et permet à la Prusse d'unifier l'Allemagne. Alors, je vous ai mis une petite carte, vous ne l'avez pas sur votre poli, mais je vous la montre ici pour la forme. Donc, on voit ici hein, la pointe est de la France qui a été perdue, hein, qui a été prise par les Prussiens à devenir l'Allemagne, hein. Donc on voit là cette France un peu amputée, hein, qui va être le cauchemar des Français pendant plusieurs décennies. Et puis je vous porte votre attention hein, sur le fait que donc finalement Napoléon est un petit peu à l'origine de la création de cet empire allemand, qui est assez important, hein, vous voyez. Mais vous voyez qu'il y en a d'autres d'empires hein, en Europe à ce moment-là. Il y a l'empire russe, gigantesque, hein, qui s'étale beaucoup plus par là aussi. L'Autriche-Hongrie, qui est un empire aussi, central et assez vaste. Et puis donc l'Empire ottoman, ce qui va donner ensuite la Turquie après la Première Guerre mondiale, dans des territoires un peu plus petits, hein, ça s'arrêtera là, mais vous voyez que les Ottomans sont présents quasiment en Europe centrale, hein. Puis comme vous êtes bilingue, hein, j'attire votre attention sur le fait que vous voyez ici Kingdom, 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 Kingdom. Et donc, voilà notre petite France ici qui a été amputée d'un bout de territoire, qui est une fragile république, est entourée d'empires et de monarchies. Et donc, on peut dire que Louis-Napoléon, quand il quitte le pouvoir, il ne nous laisse pas dans une situation de grande force, hein. On est très affaibli et entouré de dangers. Donc, on n'y est pas encore sur ces problèmes-là. Là, voilà, pendant que Napoléon est arrêté, vous avez ici la proclamation de la Troisième République, avec un des personnages célèbres de l'histoire. Si vous habitez un village qui a plus de 3 rues, il y a des chances que vous en ayez une à son nom. Si vous habitez une petite ville ou une grande ville, ça c'est à coup sûr, c'est bon. Et voire même peut-être un bâtiment. Vous avez Léon Gambetta ici qui proclame donc cette Troisième République. Mais ça c'est une autre histoire.
que l'on verra en classe la semaine prochaine. Donc je vais m'arrêter là en vous souhaitant une bonne nuit. En tout cas moi j'y vais. Et puis je vous dis à jeudi.